Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui via Zoom avec Adeline qui m'a accordé du temps pour parler justement de son parcours en Australie. Donc juste avant que je démarre cette interview, on a discuté un petit peu et ça fait 8 ans ou 9 ans Presque 9 ans. presque 9 ans qu'elle est en Australie, elle est du côté de Perth et donc du coup elle va nous parler un peu de son aventure. Donc on va faire ça en quatre cinq parties, Aurélie, si t'es d'accord avec moi. La première c'est les présentations générales pour que les gens sachent un peu qui tu es, de où tu viens. Ensuite on va se focaliser un peu plus sur ton parcours en termes de visa. Donc j'ai cru comprendre que tu étais arrivé avec un Working Holiday Visa et qu'aujourd'hui tu avais la nationalité australienne. Et ensuite, si on peut aussi parler des choses que tu aimes en Australie, peut-être trois choses que tu aimes en Australie, trois choses que tu aimes en France, et puis pour finir, quelques conseils si tu en as pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et ensuite, je conclurai cette interview. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Super. Alors, du coup, au niveau des présentations, ben voilà, tout simplement comment tu t'appelles, d'où tu viens, t'habitais où en France, quel âge tu as? Alors, je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans. J'étais originaire de banlieue parisienne, de Cergy, c'est 40 minutes de Paris. Euh, et du coup, je vis à Perth maintenant depuis 8 ans et demi et je regrette pas. Et j'ai cru comprendre que tu avais alors un mari, je sais pas si tu es marié, mais en tout cas un copain. Ouais, je suis fiancée. J'ai une petite fille qui a eu 2 ans il n'y a pas longtemps et qui est née en Australie, Qui est né en qui n'a Australie. jamais été en France parce qu'avec le Covid, elle n'a jamais été en France. Donc, elle Ah est bon? italienne, mais elle n'a jamais été en France. Et elle parle déjà? Elle parle français et anglais. Elle parle les deux langues. Super. Alors ça, c'est une richesse, franchement. Je sais, elle s'en rendra compte plus tard, mais c'est vraiment un très beau point. Bon, super. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu vis à Perth et depuis le début, tu vis à Perth. Depuis le début, on vit à Perth. On est arrivé à Perth, on a emménagé chez ma sœur, parce que ma sœur qui vit ici, pour les débuts, ce qui nous a bien aidé, parce qu'avoir quelqu'un sur place quand on arrive, franchement, c'est quand même super cool. Avoir une adresse postale, avoir des gens qui parlent mieux anglais que toi et qui peuvent t'aider à ouvrir les papiers et tout, c'est bien. Et après, on a voyagé, mais on est revenu à Perth parce que Perth, ça nous a vraiment plu. Du coup, on s'est dit que Perth, c'était l'endroit où on a envie de vivre. C'est une ville un peu à taille humaine. Je disais, moi, je connais pas du tout, mais ça a l'air d'être une ville, ouais, à taille humaine, tout simplement. C'est grand, c'est parce que c'est super étendu, mais en fait, tout le monde se connaît et tu croises toujours des gens que tu connais dans la rue. Et c'est vraiment, ça fait un peu village de campagne en France, alors que c'est super étendu. Considérés comme régionaux. Donc, du coup, les visas sont beaucoup plus faciles pour les personnes qui veulent immigrer en Australie. Donc, s'ils font des études à Perth ou s'ils font un skilled visa à Perth, c'est plus facile pour eux, du coup, de rester de façon permanente. En fait, il y a très très peu de manœuvres dans le Western Australia parce que vu qu'on est super isolé de tout le reste de l'Australie, du coup, on est considéré comme régionaux, alors qu'en soi, on est quand même, enfin, on est une grosse ville. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'ils ont vachement facilité tous les visas, on a une grosse ouais, beaucoup de problèmes de main-d'œuvre. Du coup, c'est vrai que c'est vachement facile maintenant. À l'heure où on parle, du coup, on est le 8 novembre aujourd'hui. Est-ce que tu as vu un changement depuis maintenant, on va dire 8, 9 ans? Est-ce qu'il y a plus de travail à Perth? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que c'est toujours pareil? Alors, il y en avait pas mal quand on est arrivé il y a 8 ans. Au fil des années, il y en a eu de moins en moins. C'était plus compliqué de trouver du travail. Et depuis qu'il y a eu le Covid, là, il y a un plein emploi, il y a énormément de boulot. Tout le monde recherche enfin, des employés. Presque maintenant, quand tu as ton business, les employés arrivent et ils t'imposent leurs conditions, tellement en fait, il y a pas d'employés. Donc, les gens arrivent et ils te disent je veux ça. Et toi, tu es là, tu dis bon, bah, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, donc tu prends. Incroyable. Ok. En termes de visa, quel a été ton parcours? Alors, en France, j'étais coiffeuse Ok. euh, et je suis toujours coiffeuse.
J'ai mon propre salon de coiffure maintenant en Australie. Super. Euh, Tu et peux en me fait, dire quand le on a, nom? ça s'appelle Mini Monkey. Ce- C'est un C'est un salon paysan. Et du coup, quand je suis arrivée en Australie, bah, j'ai travaillé dans la coiffure pendant 6 mois à Perth. Donc, on est arrivé en mars. J'ai travaillé jusqu'en septembre à Perth. Sachant qu'en étant coiffeuse, j'ai trouvé du boulot en une journée. En fait, j'étais dans le centre-ville, j'ai déposé une dizaine, quinzaine de CV. Mon anglais était plus que limité. Et je Ouais. parle anglais, mais plus parfaitement. Et en fait, j'ai trouvé du travail direct. Le lendemain, quelqu'un m'a appelé, ils m'ont dit, ah bah voilà, on vous prend en essai. Ils m'ont pris en essai, ils m'ont embauché. Du coup, j'ai fait 6 mois dans la même entreprise. Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est dit, bon, bah voilà, il nous reste 6 mois sur notre visa. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on était en working holiday. Et on s'est dit, ah, on va se donner une deuxième année. Du coup, on est parti faire nos fermes, donc nos 88 jours de ferme. Ça n'a pas Donc là, changé, ça, par contre. ça n'a pas changé. Et là, c'est un peu l'aventure, quoi. C'est un peu, t'achètes une voiture et puis, ou un 4x4 ou un van. Et puis, bah, tu pars et puis tu essaies au petit bonheur à la chance, quoi. Tu te dis, est-ce que je vais trouver une ferme? Est-ce que je vais pas trouver une ferme? Mais c'est beaucoup plus facile que ce qu'on s'imagine. Au final, juste tu vas dans les regional areas, en fait, ce qu'ils appellent. Donc, par exemple, à Perth, c'est à Margaret River, qui est pas très loin, c'est à 2h30. Tu vas dans les vignobles et puis tu leur dis, ah, voilà, je cherche du boulot, est-ce que vous cherchez des workers? Et puis ils te disent, ah bah oui, carrément, ou non, et puis tu en fais d'autres. Et nous, en fait, on a fait nos 88 jours de ferme, on les a finis en décembre, donc en fait, on les a enchaînés, on n'a pas du tout eu de trou entre les jours de ferme. Ouais. Et après, on a fait des boulots pas forcément très agréables. On a ramassé des oranges, on a, on a nettoyé les arbres, en fait, des mauvaises pousses. On a fait du woofing. Donc, à l'époque, on pouvait faire du woofing. Donc, tu Oui, travailles ça chez compte. l'habitant. Ouais, il te nourrit, il te loge pour du travail. Mais ça, maintenant, ça compte plus. Ouais. Et par contre, c'est un super moyen d'apprendre à parler anglais parce que en fait, tu passes ton temps avec des Australiens et souvent c'est des Australiens du bush, du coup ils ont un accent, donc pour Ok. apprendre l'anglais, c'est important. Et puis après les 88 jours, en fait, on est retourné à Perth et puis bah, il nous restait du coup encore un an et demi, enfin un peu moins d'un an et demi. Et du coup, on a recherché du travail et puis bah, moi j'ai recherché en coiffure, j'ai retrouvé direct. Euh, et puis on a continué comme ça, mais vraiment pas dans l'idée de rester très longtemps, juste dans l'idée de se dire, bon, bah, on fait un petit peu, encore un an, et puis on verra. Et à la fin, vers 3 mois avant la fin de notre deuxième Working Holiday Visa, on s'est dit, oh, on n'a pas encore envie de rentrer, on resterait bien un peu plus, mais peut-être pas sur du long terme. Et en fait, du coup, on s'est dit, on va essayer de trouver un sponsor. Et du coup, en fait, mon fiancé était dans un boulot qui permettait pas forcément de se faire sponsoriser, parce que les sponsors, c'est pas super facile à trouver non plus. Et du coup, on s'est dit, oh, qu'est-ce qui pourrait être mieux, lui, moi, parce qu'en fait, t'as besoin que d'une seule personne qui soit sponsorisée. Oui, il peut se mettre, le partenaire peut se rajouter à la demande. Faut juste être ensemble depuis, trouver un an de vie commune, en fait. Et du coup, moi, en coiffure, c'était plus simple. Donc, bah, j'ai cherché un sponsor et j'ai eu pas mal de chance, j'en ai trouvé un assez rapidement. Et donc, je me suis fait sponsoriser dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé 4 ans et demi, en fait. Et au niveau du sponsor, je pense que ça a changé maintenant. À l'époque, quand l'entreprise te sponsorisait, elle devait te sponsoriser pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, indéfiniment. C'était 2 ans minimum. En gros, quand ils te sponsorisaient, tu savais que tu étais bloqué avec eux pour 2 ans, entre guillemets. Donc, quand tu le fais, il vaut mieux être content de ton entreprise avec laquelle tu le fais. C'est Parce clair. que, en fait, ils peuvent te dire, ah, bah voilà, si tu veux partir, pas de problème, mais par contre, au revoir ton sponsor, quoi. Ah ouais. Donc, du coup, bah ouais, il faut mieux essayer, mais aussi bien côté entreprise que de son côté à soi, il faut mieux. Moi, j'ai fait par exemple 5 mois dans l'entreprise avant qu'ils me sponsorisent pour être sûr que voilà, ça me plaisait, que ça leur convenait aussi, et comme ça, c'était quand même, enfin, t'es un peu plus serein, quoi. Ouais, Ouais. peut-être pas 5 mois, 4. Mais du coup, ouais, c'est un donnant-donnant. Donc, eux, ils sont contents parce qu'ils savent que tu restes avec eux longtemps. Donc, Oui. ils vont pas changer, avoir besoin de rechercher un employé, mais ça leur coûte quand même de l'argent. Et toi, tu sais que voilà, toi, tu as ton sponsor, tu es tranquille après, quoi. Et c'est eux qui ont payé pour ton visa, du coup, pour le sponsorship visa, ou c'est toi qui l'as payé? Le sponsor, c'est toi qui le payes. Eux, ils payent pour ce qu'ils appellent une nomination. En fait, c'est pour nominer une personne à avoir le visa. D'accord. Euh,
c'est un coût moindre, on va dire que c'est un tiers du prix de ce que moi j'ai payé, par exemple. Il y a des entreprises qui demandent que la personne le paye. Il y a des entreprises qui vont te le payer parce qu'ils considèrent que tu restes longtemps, que tu vas rester 2 ans avec eux. Du coup, ils se disent que c'est un investissement sur l'avenir qu'ils font. Ça dépend vraiment des entreprises. Les grosses boîtes, souvent, ils le prennent en charge. Les petites boîtes, ils te demandent de le payer. Ouais. Bon, Ça après, dépend. c'est assez vite Mais rentabilisé quand même quand tu travailles en Australie. après, aussi bien le sponsor que la pierre, c'est quand même super cher. C'est un investissement. Tu te souviens combien t'as payé le sponsorship Visa? Le sponsor, on l'a payé, je pense, 8 000 $. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, non, c'est un investissement. Je pense qu'avec tous les visas qu'on a fait, je pense qu'on a dépensé entre 20 et 25 000 $. Oh my God. Ah ouais, d'accord, c'est quand même quelque chose. Paraît beaucoup, mais avec les salaires qu'on a en Australie, c'est pas tant que ça au final. Parce qu'en fait, on a payé 8 000 $ le premier, mais au final, donc c'était pour deux, parce que quand t'es tout seul, c'est beaucoup moins cher. Mhm, Parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un en de facto, bah, tu payes pour son visa, donc tu doubles les frais. bien sûr. Si j'étais toute seule, ça m'aurait coûté peut-être que 4 ou 5 000. Donc c'était quand même moins cher. Et en fait, par semaine, en plein temps à Perth, surtout avec les salaires actuels, on gagne à peu près entre 800 et 1 000 $ avec un salaire moyen, quoi, Ouais, par semaine. ouais. Du coup, c'est vrai que c'est un coût, mais en fait, quand tu y penses, vu qu'on gagne super bien nos vies ici, c'est pas tant que ça. Au niveau des loyers, petit aparté, les gens qui nous regardent, combien doivent-ils imaginer prévoir pour une semaine à Perth? Bah, ça dépend. Le centre-ville, c'est un petit peu plus cher. Donc, le centre-ville, il faut compter pour un 2 pièces avec une salle de bain. Il faut compter entre 350 et 450 par semaine. Ça reste correct. Comparé à Sydney, là où j'ai vécu. Ouais, non, Perth, c'est quand même moins cher que Sydney. Après, nous, on vit dans donc, la banlieue de Perth, on va dire. Donc, on est à 10 minutes du centre-ville en bus, ce qui n'est quand même pas loin. On a une maison avec 3 chambres, une salle de bain et un jardin. Et on payait à l'époque, là, on l'a acheté, mais on payait 390 par semaine. Purée. Ah oui, non, franchement, c'est très convenable, je trouve, quand même, comparé au salaire. Franchement, c'est convenable. Et, moi, je trouve que le rapport qualité de vie à Perth, il est vraiment bien parce qu'en fait, on gagne des bons salaires. On a des salaires moins élevés qu'à Sydney, mais on a quand même des bons salaires. Mhm. Et la vie est beaucoup moins cher. Exactement. Ouais. Et alors, pour en revenir au sponsorship Visa, euh, donc elle t'a sponsorisé. Tu es resté combien de temps au total dans cette entreprise? Oui, en fait, donc j'ai fait mes 4 ou 5 mois avant qu'elle me sponsorise. Après, elle m'a sponsorisé. Et en fait, après mes 2 ans, un petit peu plus après 2 ans, parce que j'avais eu des vacances et tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment 2 ans travaillés sans interruption, sans arrêt maladie, sans tout ça. D'accord. Là, j'ai pu appliquer pour ma PR. Waouh. Ah oui, ça a été assez rapidement quand même, hein. Je pense En que fait, pour la coiffure, maintenant, c'est plus aussi facile, hein, dans la coiffure. non, un petit peu plus long, parce que maintenant, il me semble que c'est pas loin de 4 ans pour appliquer après pour la PR. Mm. Mais en fait, la PR, à l'époque, c'était 2 ans de sponsor et 4 ans sur le territoire. Mais en fait, avec 2 working holidays et 2 ans de sponsor, moi, ça faisait déjà plus de 4 ans que je suis sur le territoire. Et du coup, c'est vrai qu'après, ouais, direct après les 2 ans de sponsor, on a pu appliquer la permanente résidence. Et alors, quel visa? Parce que souvent, on dit on applique à la PR, mais en fait, la PR, la Permanent Residency, c'est un visa. Donc, du coup, c'est quoi le visa que tu as obtenu? C'est le 186. C'est Ah, visa, c'est ça? Ouais, en fait, tu as différentes permanentes résidences. Ça dépend si tu viens d'un skill visa ou ça dépend si tu viens d'un sponsor. Vu que Ok. moi, je vais d'un sponsor, du coup, c'est le 186. Je sais que si tu viens d'un skill visa, c'est un autre visa parce que c'est une autre PR. Et alors, la Permanent Residency, donc le 186, c'est un visa qui t'a permis de rester combien de temps? Enfin, si derrière, tu n'allais pas faire la demande de nationalité, tu aurais pu rester combien de temps sur ce visa? Tu peux rester indéfiniment, en fait. En fait, D'accord, y a pas de date de fin. Tu as une date de début, tu es permanent résident, et tu n'as pas de date de fin. trop bien. La seule chose qu'il faut faire quand tu restes juste permanent résident, c'est que si tu voyages à l'étranger, tous les 5 ans, il faut renouveler ta permanente résidence. D'accord.
Mais c'est un papier, en fait, c'est juste un papier à renvoyer, c'est vraiment très facile à faire. Et du coup, à repayer, je crois que c'est genre $200, un truc comme ça, tous les 5 ans, juste pour la renouveler et dire que enfin, tu veux toujours être permanent résident et que tu, voilà. Mais si tu as le malheur, par contre, de voyager sans avoir renouvelé ta permanente résidence, quand tu reviens en Australie, tu es un peu embêté. Ouh. Ah oui, ouais, donc il faut surtout pas. Les Australiens, ils rigolent pas trop avec les visas et ils sont assez carrés. Et du coup, ouais, faut être super sérieux quand tu fais ton visa, quoi. Et pour faire la demande de 186, est-ce que tu te souviens des documents que tu as dû fournir? J'imagine que tu as dû passer un IELTS ou un test d'anglais autre peut-être. Tu passes un IELTS, donc c'est l'IELTS. Après, tu n'es pas obligé de passer l'IELTS, il y en a plusieurs, c'est les tests d'anglais, mais moi j'ai passé l'IELTS. En fonction du type de métier que tu appliques pour, tu as un certain nombre de points à avoir ou une note. Donc moi en coiffure, ça va, c'était pas trop dur. Du coup, il fallait que j'ai 6 de moyenne partout, 6/10. Donc c'est assez facile. Mais par exemple, un ingénieur, ils vont lui demander d'avoir 7 ou 8 partout. Donc là, c'est quand même, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir que même un anglophone à l'IELTS, pour avoir 9 partout, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon. Waouh, ok. Oui, tu Euh, dis 6/10, mais je crois que c'est 9,0 le score maximum à l'IELTS. 9.0, ouais, c'est ouais. Ouais. Mais enfin, quelqu'un qui vraiment qui parle parfaitement, qui est anglophone et tout, le 9.0, c'est compliqué. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Et d'ailleurs, il existe des cours de préparation en fait à l'IELTS. Ouais. T'en as pris ou tu t'es présenté à l'examen comme ça? Alors, en fait, j'ai passé 3 fois l'examen. Euh, Parce que, bah, en fait, j'ai fait une première fois en me disant, bah, j'y vais comme ça et tout. Je pensais avoir l'anglais court et je me suis dit, ah, ça devrait aller. Et au final, donc en fait, j'ai pas réussi à avoir la moyenne générale. J'avais des bonnes notes, mais j'avais une note en fait, il faut pas avoir une seule note en dessous de 5 Mhm. ou 5 et demi. Et du coup, j'avais une note qui n'allait pas à l'écrit au niveau de la rédaction. Et du coup, je l'ai raté. Et en fait, la deuxième fois, je l'ai repassé. Je me suis dit, ah, bah, vas-y, je vais le repasser et tout, on va voir. Et en ayant pris des cours, et en fait, avec les cours, du coup, c'est. Voilà. En fait, la l'AEL, c'est une méthode. Ils te disent, voilà, il faut faire comme ça, comme ça. C'est comme quand on écrit une rédaction en français, il faut suivre une méthode. Si tu ne suis pas la méthode, en fait, tu peux pas avoir la note qu'il faut. Ouais, exactement. Et donc, du coup, tu es en train de nous dire qu'il vaut mieux prendre quelques cours de préparation à l'IELTS si on choisit de faire l'IELTS. Pour avoir la méthode rédactionnelle, oui. Mais c'est vrai que ouais, ils veulent une méthode et si tu l'appliques pas, bah ça marche pas. Du coup, prendre quelques heures au moins pour la côté rédactionnel, c'est bien. Et surtout qu'en plus, cet examen d'anglais, il faut le préciser, on le paye. On n'y va pas comme ça. Et il n'est pas donné. Oui. Alors, il me semble que c'était bien $350 Ouais, l'examen. Du coup, ouais, c'est un coût. Mais après, c'est un coût que tu inclus dans le prix de ton visa. Tu le sais quand tu fais le visa qui va falloir le passer et du coup, tu le sais. exactement. Ok, donc là, on en est alors à la PR. Et à quel moment tu as décidé de demander la nationalité australienne et pourquoi aussi? Pourquoi n'en être pas resté finalement bah, juste à la PR? Bah, en fait, on s'est dit qu'on pouvait devenir australien, avoir une double nationalité, sans avoir à rendre notre nationalité française. Donc, c'était cool. Et vu qu'on voyage quand même pas mal, qu'on rentre régulièrement en France, juste rester permanent résident, ça valait pas le coup parce qu'il fallait refaire la permanente résidence, la renouveler tous les 5 ans. Du coup, c'était quand même un peu, on va dire, un problème, entre guillemets, parce qu'il faut penser à le refaire, il faut repayer derrière, alors qu'au final, juste avoir le passeport australien, c'est quand même beaucoup plus simple. Même si en soi, ça apporte rien de plus, parce que la seule différence entre la PR et la citoyenneté, c'est qu'on a le droit de voter. En étant permanent résident, on n'avait pas le droit de voter. En devenant citoyen australien, on a le droit de voter. Et en plus, voter, c'est une obligation. Donc, C'est si ce on que ne le j'allais fait dire. pas, une amende. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de différence. C'était plus pour un côté pratique. Et puis, le côté aussi de se dire que c'est cool d'avoir deux passeports. Ah, Et de dire aussi aux gens que, voilà, on n'est pas français, on est franco-australien. trop la classe. J'espère pouvoir j'espère pouvoir m'interviewer moi-même. Ah, c'est super. Bah, beau parcours, félicitations, franchement, génial. Et ton chéri, du coup, il travaille dans quoi? Ils travaillent dans la maintenance industrielle. Et donc, lui, en fait, il a été tout au long du parcours, il a toujours été le de facto de ton visa. Toi, tu étais toujours le main applicant. Ouais, ouais, ouais.
D'accord, ok. Ouais, donc lui, il fallait absolument bah, enfin, si un jour, malheureusement, vous seriez séparés, il aurait été, ça aurait été problématique pour lui alors. Bah ouais, parce qu'il aurait pas pu rester. Ouais, ouais. Vu qu'il était sur mon visa, ouais, ouais, t'es attaché à la personne en fait. Donc si ça marche pas. Après, je sais qu'il y a des gens des fois qui se séparent et au final qui se mettent d'un commun accord, qui se disent allez, on le dit pas au gouvernement. Parce que si tu le dis pas au gouvernement, personne ne le sait. Ah oui, Et qui arrivent quand même à finir jusqu'à leur PR et puis après, c'est chacun. bon. Ouais, non, bah, c'est super. Bon, bah, franchement, trop bien. Je crois que j'avais une dernière question, laisse-moi vérifier. Ah si, juste si tu peux repréciser ce que tu m'avais précisé tout à l'heure off caméra, tu disais qu'il fallait faire un petit test de culture en fait pour la citoyenneté australienne. Ouais, à la société australienne, il faut faire des tests médicaux. Donc, faut pas avoir de maladie, entre guillemets, cachée, de problèmes aux poumons. Enfin, donc, c'est des tests un peu, pas bidons, mais pas très poussés. Mais en fait, ouais, si t'as un cancer ou si t'as des choses comme ça, tu peux quand même l'avoir, la citoyenneté. Mais tu vas avoir d'autres tests plus poussés derrière. Je pense qu'en fait, quand tu as la citoyenneté, après, tu peux obtenir la retraite australienne. Oui. Euh, il y a plusieurs trucs plus tard que tu peux obtenir en vieillissant. Du coup, ils veulent être sûrs que les gens ne soient pas trop malades, je suppose. Et il y a un test aussi ouais, sur qu'est-ce qu'on sait de l'Australie, en fait. Je pense qu'ils ne veulent pas avoir des gens qui connaissent rien d'Australie qui deviennent citoyens australiens. Et du coup, c'est un test de culture. Et il me semble qu'il y a 50 questions, si je ne me trompe pas. Et après, c'est facile, en fait, quand tu appliques pour ta citoyenneté, ils te donnent un petit bouquin avec toutes les questions et puis un CD-ROM avec la vidéo à regarder. Maintenant, c'est Internet. Et du coup, tu le fais. Mais, donc, il y a des gens qui vont réviser 2, 3 mois à l'avance parce qu'ils sont stressés, ils se disent, ah là là, on va pas tout savoir et tout. Ouais. Mais en fait, c'est des logiques. Après, sur le gouvernement, des fois, c'est un peu plus poussé. Ils te demandent qui est le Premier ministre, la capitale. Les couleurs, l'emblème de l'Australie, ces choses-là. Et t'as Mais eu c'est intéressant. 50. Ouais, bien sûr, t'as eu 50 sur 50. Ouais, j'ai eu 100%. J'étais Oh, contente. oh là là, une vraie Australienne. Aussi, Ouais. aussi, oi, oi, oi. Trop bien. Et du coup, pour conclure hein, sur cette vidéo, euh, bon, tu te considères plutôt française ou plutôt australienne? Non, je suis française. Tu es française. Je suis française. Pour moi, je suis une Française qui vit en Australie. D'accord. Une expatriée, du coup. Et je pense que je suis comme ça parce que mon fiancé est français. On a tous nos amis qui sont français ici. Du coup, c'est vrai qu'on est encore très dans la culture française. Et on connaît des Australiens, mais on reste quand même entre Français, malgré tout. Oui, bah de toute façon, je pense que ça, on pourra pas le refaire. Hein. On est toujours, on reste un peu dans notre zone de confort et puis c'est comme ça. D'ailleurs, tu fais partie d'une, je sais pas, d'une communauté d'expatriés. Il y a un groupe Facebook où il y a des sorties sur Perth que vous faites? Ouais, ouais, il y a plein de groupes Facebook. Il y a l'Alliance française à Perth aussi ici, Mhm. qui organise des événements. Et puis on se retrouve pour le 14 juillet, tous les fêtes un peu australiennes, enfin un peu françaises qu'on ferait en France avec d'autres Français. Mais non, il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de groupes ouais, de Français, de parents français, ils ouvrent même des écoles françaises maintenant à Perth. Il y a il y a une grosse communauté française à Perth. Ouais, il y a vraiment de plus en plus de Français bah, maintenant qui vont grâce au PVT et qui peuvent aller un peu partout dans le monde, mais il y en a de plus en plus qui vont à Perth aussi notamment. Et avant, c'était plutôt Sydney, Melbourne. Là, ça commence à être plutôt Perth, Brisbane aussi, qui prend de l'ampleur. Donc, Mais je trouve que la qualité de vie, elle est vraiment bien. Du coup, les gens, ils se rendent compte que peut-être que Sydney, pour moi, enfin, on y était, on y est resté un petit peu quand même, mais c'est une autre grosse ville. Enfin, n'importe quelle ville dans le monde, c'est une grosse ville dans le monde et c'est tout. bon, Perth, c'est un peu plus familial, friendly et ouais, relax. c'est pas le même, oui, je comprends, c'est pas le même environnement, pas le même atmosphère, la même atmosphère. Enfin, il y a pas tout le côté grosse ville. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner, allez, pour finir, deux, trois trucs que tu kiffes en Australie et deux, trois trucs quand même que t'aimes en France? Euh, on va dire, ce que je kiffe en Australie, c'est la météo, parce que Perth, il faut se dire quand même qu'il fait beau 9 mois dans l'année. Ouais. Donc, 9 mois dans l'année, on est en tongs et en t-shirt.
on va à la plage 9 mois dans l'année aussi, donc ça c'est cool. J'aime le côté où c'est vraiment très très relax à Perth. Les gens sont presque pour un occidentaux qui vient à Perth au début, ils trouvent que les gens sont lents. Mais en fait, on est juste, voilà, on prend le temps de faire les choses, on profite et c'est tout. Donc ça, j'ai vraiment ce côté-là. Et le côté aussi où Perth, maintenant que j'ai une petite fille, c'est vraiment family friendly, quoi. Il y a des parcs partout, il y a plein d'activités gratuites partout pour les enfants. Tout est fait en fait pour les enfants, donc c'est un côté vraiment cool, quoi. T'as pris une au pair? Non, j'ai pas pris d'au pair, mais peut-être un jour on en prendra une, ouais. Pour le moment, avec un enfant, pour le moment, ça vaut pas le coup, une au pair. T'arrives à gérer, Et les deux français, qu'on parle tous les deux français, on veut quand même qu'elle parle anglais, et du coup, la crèche, c'est bien. carrément. Et alors en France, il y a quand même des trucs qui te manquent, qui te plaisent? Ah ouais, ouais, la France, bah, la culture française, elle manque. Le fait, je sais pas, par exemple, tout le côté culturel, aller au ciné, aller au théâtre, on en a quand même beaucoup moins à Perth que ce que moi j'avais en vivant à côté de Paris. Donc, il y a des événements, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a 2 pièces de théâtre par semaine, c'est le grand max, quoi. Quand tu vis à Paris, tu peux voir 10 pièces, 15 pièces, et tu as du choix, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup moins de choix niveau culture à Perth. Même niveau film et tout, les films, ils sortent un petit peu après chez nous. C'est tout sort d'abord en France ou en Europe, et après, ça arrive à Perth. Donc, ça, c'est un petit peu, des fois, ouais, où se dit, oh mince. Et puis, la nourriture. Ah, je m'attendais à celle-là. Si tu me le disais pas, j'allais te poser la question, j'allais te dire, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que la nourriture française, ça manque beaucoup, vraiment? Ça manque. Après, sincèrement, ça manquait vraiment il y a 8 ans. Maintenant, vu que la communauté française, elle a quand même bien évolué à Perth, du coup, ça commence à aller mieux. On a une boulangerie française, on a un boucher français, donc du coup, ça commence à vraiment se balancer un peu plus. Mais c'est vrai qu'on a toujours nos familles qui nous envoient toujours des cartons de foie gras et de pâté, quoi. Ça changera pas ça. Ah bah écoute, trop bien. Bah franchement, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes là avant que ça coupe. Donc bah, je voulais juste te remercier d'avoir pris du temps pour moi. C'est vrai qu'on se connaît pas, il faut le dire aussi aux personnes. J'ai mis un petit message sur un groupe Facebook et Adeline a gentiment répondu qu'elle serait OK pour me raconter son expérience et c'est super enrichissant. Alors moi, en plus, j'adore discuter avec les gens et connaître les parcours parce que dès que je parle avec quelqu'un, c'est toujours un parcours différent. Et donc moi, j'apprends beaucoup aussi. Donc merci Adeline pour ton temps. Pas de souci. Il est quelle heure chez toi? 21h. 21 heures en plus. Bah encore plus merci. En plus, je sais qu'en Australie, on se couche assez tôt quand même, hein. Je sais pas à Perth, mais à Sydney, on se couchait tôt. On se couche tôt, mais nous, on est encore français, on se couche pas tôt. Et ben écoute, je te ferai partager la vidéo lorsque je l'aurai montée. Et bah, sur ce, je te souhaite une bonne nuit et puis bah, à très bientôt. Merci. Salut Adeline, au revoir. What a wonderful world.